Nous allons parler aujourd'hui des alliances à 50-50. C'est le cas de la plupart des alliances, et cela pose un petit problème arithmétique qui est faussement simple que nous allons voir. Historiquement, la plupart des pays, pendant très longtemps, ont plafonné les investissements étrangers à 49% pour des raisons assez évidentes. Le présupposé, c'est que l'investisseur étranger ne contrôlerait pas l'économie s'il restait minoritaire dans les sociétés nationales. En fait, les pays ont tous été amenés à évoluer sur le sujet, ce qui fait que depuis quelques décennies, en fait, maintenant, la plupart des pays ont déplafonné les investissements étrangers. Cela tient au fait qu'en réalité, un investisseur étranger n'accepte pas d'investir s'il n'a pas un minimum de contrôle dans l'entreprise. Dans la pratique, ce à quoi on a assisté, et c'est pour ça que les pays ont tous été amenés à évoluer sur le sujet, dans la pratique, ce à quoi on a assisté, c'est à des montages qui aboutissaient de fait à du 50-50. Il y avait plein de façons de le faire. La première, c'était de créer des catégories d'actions, de dire il faut une majorité des actions de catégorie A et une majorité des actions de catégorie B pour qu'une décision soit prise, ce qui veut dire de facto 50-50, quel que soit le pourcentage effectif de A ou de B. Il y avait des alliances où on prévoyait l'unanimité, donc si vous avez 49 et moi 51, de toute façon, notre pouvoir sera égalisé. Il y avait des seuils de décision qui étaient élevés. Si vous avez 60% et moi 40 et qu'on dit que toutes les décisions se prennent à 70%, de fait, nous sommes égalisés. Il y avait des packs d'actionnaires qui disaient tel et tel et tel et tel et tel type de décision, les décisions stratégiques, les décisions clés, requièrent l'unanimité. Tout cela faisait que dans les faits, on était à 50-50. Dans une alliance, il n'y a pas de suiveur et de décideur. Dans une alliance, tout le monde veut le pouvoir, et comme tout le monde veut le pouvoir, personne ne l'a. Comment faire en sorte pour que personne ne l'ait? Eh bien, c'est 50-50. 50-50, ça sert à neutraliser l'autre. Le problème, c'est que 50-50, c'est une formule qui n'est pas tout à fait naturelle. Une société, c'est fait pour fonctionner avec une majorité et une minorité. Dans une alliance, c'est malheureusement incontournable, donc on vit avec. C'est justifié dans une alliance parce que, puisqu'on égalisera politiquement, il n'y a pas de raison que j'investisse plus que vous. Donc c'est la raison pour laquelle vous trouverez une majorité d'alliances à 50-50. À cela s'ajoute le fait que 50-50 a une signification universelle. Quel que soit le pays dans lequel vous irez, 50-50 signifiera la même chose. Ça signifiera, si je perds, je ne perdrai pas plus que toi. Si tu perds, tu ne perdras pas plus que moi. Si je gagne, je ne gagnerai pas plus que toi. Si tu gagnes, tu ne gagneras pas plus que moi. Cela veut dire la même chose partout. Et ça a une certaine valeur contractuelle, parce que lorsqu'on a un gros fossé culturel, c'est une façon de surmonter beaucoup des malentendus potentiels. Il faut savoir simplement une petite chose qui ne saute pas aux yeux. 50-50 n'est jamais égalitaire. Alors je vais m'expliquer. Imaginez que C soit notre filiale commune. Vous êtes A, je suis B. Cette année, vous avez fait des profits, la filiale a fait des profits, et moi j'ai fait des pertes. Votre intérêt, c'est qu'on ne distribue pas les profits de la filiale parce que sinon, vous allez payer trop d'impôts. Mon intérêt, moi qui ai fait des pertes, c'est que l'on distribue les profits parce que je veux présenter un meilleur bilan. Eh bien, comment décide-t-on de l'affectation des résultats? C'est une assemblée générale ordinaire de C. Nous nous réunissons. Je dis, je veux qu'on distribue les profits sous forme de dividendes. Vous dites, je ne veux pas. Que se passe-t-il? Eh bien, rien. Et s'il ne se passe rien, eh bien, vous gagnez. On ne distribue pas. Il faut comprendre que 50-50, ce n'est pas l'hypothèse où vous voulez aller à droite et où je dois être d'accord, vous voulez aller à gauche et je dois être d'accord, je veux aller devant, vous êtes d'accord, vous voulez aller derrière, je dois être d'accord. C'est pas comme ça que ça marche. La réalité du 50-50, c'est l'un veut aller quelque part et l'autre ne veut aller nulle part. À ce moment-là, on ne va nulle part. 50-50, c'est le pouvoir à celui qui dit non. Si vous comprenez ça, vous aurez compris la réalité du 50-50. Comment gérer ce problème? Il n'y a qu'une façon de le faire, une fois de plus, c'est dans le contrat. Donc on va mettre en place des clauses qui vont anticiper les difficultés les plus visibles. Je vous ai donné un exemple archi-classique, c'est celui des distributions de dividendes. Et bien ce qu'on va dire dans le contrat de société, c'est en cas de profit distribuable, eh bien 50% des profits seront automatiquement distribués. Pour que ces profits ne soient pas distribués, ou pour que 100% des profits soient distribués, là il faudra l'accord des deux actionnaires. Donc on anticipe un peu certains de ces problèmes, mais évidemment, on ne pourra pas tous les anticiper. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème du 50-50, c'est évidemment les risques de blocage. Parce que 50-50,
c'est le risque que vous disiez à droite, moi à gauche, qu'on aille nulle part et que ça menace la survie même de la filiale commune. Donc il y a des clauses pour cela, des clauses qui définissent ce qu'est un blocage. Un blocage, c'est 2 fois la même question et 2 fois la même absence de réponse. Et bien là, le blocage est constitué. Et ces clauses disent ce qui se passe. Et bien ce qui se passe, il faut être très clair, c'est qu'on divorce. On divorce, on arrête, c'est fini. Alors, c'est complété donc par une clause de sortie qui dit comment on arrête. Il y a plusieurs façons d'arrêter. La première, c'est la dissolution, c'est la façon la plus simple. L'une ou l'autre partie, quand le blocage est constitué, a la faculté de dire on dissout la société, on paye nos dettes, on répartit nos actifs. C'est un contrat de divorce. Qui prend le canapé, qui prend la télé? C'est ça, une dissolution d'alliance. Avec un petit problème, c'est le problème des goodwills. Il y a certaines valeurs qui auront été créées par la filiale qui ne pourront pas être partagées. Par exemple, si nous avons une marque commune, eh bien cette marque, je ne peux pas accepter que vous la preniez, vous ne pouvez pas accepter que je la prenne, donc elle est perdue. En plus, il faudra que nous continuions de la payer pour qu'un tiers ne la prenne pas. Donc, il y a des goodwills qui sont perdus lorsqu'on dissout, et c'est la raison pour laquelle les financiers n'aiment pas cette formule. Les financiers préfèrent que l'un vende à l'autre, ou que l'autre vende à l'un, que la filiale à 50-50 d'hier devienne la filiale à 100% de demain. Et pour ça, il y a des clauses qu'on appelle des clauses de shotgun ou des clauses de ping-pong. Très rapidement, une clause de shotgun, elle permet de régler très rapidement la question. Il y a évidemment un risque que A veuille vendre et B veuille vendre, que A veuille acheter, que B veuille acheter, ou que A et B soient d'accord pour qui vend et qui achète, mais ne soient pas d'accord sur le prix. Comment faire pour que ça se passe très vite? Eh bien, la clause de shotgun est là pour ça. L'expression n'est pas contrôlée. Il y a plein d'autres appellations. Ça peut être clause mexicaine, clause texane. Il y a un petit parfum de western derrière, parce qu'effectivement, la question derrière cette clause, c'est qui tire le premier. Je m'explique. En cas de blocage, l'une ou l'autre partie enverra à l'autre un chiffre. Donc, je vous envoie 100, et à réception de ce chiffre, l'autre partie a une semaine pour dire pour ce chiffre, j'achète, ou pour ce chiffre, je vends. Donc, vous me répondez 100, j'achète vos actions, ou 100, je vous vends mes actions. Vous ne répondez pas dans le délai d'une semaine. À ce moment-là, moi, je dis mais pour 100, je vous achète, ou pour 100, je vous vends mes actions, et vous êtes tenu d'exécuter le choix que j'aurais fait. Cette clause est extrêmement brutale. Alors, il y a une variante qui est une variante atténuée, c'est la clause ping-pong. C'est une forme d'enchère à deux. Je vous envoie 100, qui est une proposition de rachat de vos titres. Vous avez une semaine pour me dire oui, ou bien pour me dire non, mais alors vous êtes tenu à ce moment-là de me renvoyer une proposition de rachat à 110. Je ne veux pas, je vous renvoie une proposition de rachat à 120. C'est des enchères. Je souhaite que l'un des deux accepte de céder. Alors, quelques conseils sur l'usage de ces clauses. Les clauses de shotgun, tout le monde les adore. Je ne sais pas pourquoi, il y a un petit côté viril dans la clause de shotgun à cause du côté western dont je vous parlais tout à l'heure. Tout le monde veut mettre une clause de shotgun dans une alliance. Il faut bien comprendre une chose. D'abord, la clause de shotgun, ce n'est pas si extraordinaire comme ça. On l'avait tous inventé quand on était enfant. Celui qui coupe le gâteau n'est pas celui qui choisira la part. C'est ça une clause de shotgun. D'accord ? Ça ne vole pas beaucoup plus haut que ça entre nous. Il faut bien comprendre une chose, c'est que pour qu'une clause de shotgun fonctionne, il faut qu'à tout moment, celui qui reçoit le chiffre soit en mesure de décider s'il achète ou s'il vend. Ça veut dire qu'à tout moment, celui qui reçoit le chiffre doit avoir dans la poche l'argent pour acheter les actions de l'autre. Donc ce n'est pas une clause pour les petits. Je ne conseille pas aux petits de jouer à ça parce que les petits ont des hauts et des bas. Et si vous êtes dans une situation difficile, il y a un grand risque qu'il y ait un blocage, que le gros vous envoie un chiffre pas très sympathique, mais que vous n'ayez pas d'autre choix à réception de ce chiffre que de vendre. Donc, mon conseil, c'est d'éviter cela. Alors, comment on fait pour éviter cela ? On peut dire, on sait très bien que moi, petit, je vendrai et vous, gros, vous achèterez. De la même façon, on sait très bien que moi, l'étranger, je partirai et vous, le local, vous resterez. Donc, il y a des cas où on sait à l'avance qui sortira et qui restera. Eh bien, le problème n'est plus de savoir qui sort et qui reste, le problème est de savoir quelle est la valeur. Et pour ça, on peut prévoir dans le contrat que lorsque l'un décide de la fin, eh bien, la valeur de la cession sera calculée conformément à telle ou telle formule par un tiers. Donc, c'est facile à faire, cela. La question n'est plus qu'une question de prix. Un dernier petit point. Il faut savoir que pour les petites entreprises, l'hypothèse de la dissolution est à conserver à l'esprit parce que finalement, vous avez le pouvoir en tant que petite entreprise de couler le navire. Et ce pouvoir a une certaine valeur. Ça veut dire que si vous avez le pouvoir de la dissolution, vous avez une petite chance en plus que le plus gros qui est en face de vous vous fasse une offre sympathique que vous ne pouvez pas refuser
pour céder vos titres. Donc, ça donne une petite valeur supplémentaire à votre position qui mérite d'être prise en compte. Donc, je ne suis pas a priori contre l'hypothèse de la dissolution, il faut voir. Je vous remercie.